C'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle table ronde organisée par Finance Innovation. Donc aujourd'hui, vaste sujet, comment mesurer l'impact du réchauffement climatique et appréhender la transition. Alors évidemment, les différents rapports du GIEC nous ont montré depuis maintenant un peu plus de 30 ans que ce réchauffement climatique était une réalité, qu'il était avec certitude causé par les activités humaines. Et ces rapports nous ont aussi montré que ce réchauffement allait provoquer une augmentation en fréquence et en intensité des aléas climatiques extrêmes. Donc, je pense que cette année 2023 nous en a donné quelques exemples malheureusement assez nets. Et même actuellement, on a des craintes de certains climatologues sur le fait qu'il pourrait se produire un emballement et que ce réchauffement qui est prévu avec des marges on va dire, de sécurité assez larges au niveau scientifique, eh bien, risquerait d'être encore plus rapide. Actuellement, ben voilà, on a aussi un beau programme politique justement sur la transition écologique, mais dans l'immédiat, il faut effectivement être capable, dès maintenant, de savoir comment on sera en mesure d'appréhender véritablement ce risque, de le mesurer, sachant que c'est un risque qui se produit par rapport à des choses nouvelles. Donc, on a tendance souvent à évaluer les risques par rapport à un historique. Là, malheureusement, on ne peut pas se baser là-dessus. Alors, pour discuter de ce sujet et pour voir comment on peut avancer sur la mesure de ce risque climatique et l'intégrer dans les secteurs de la finance et de l'assurance, j'ai autour de moi Arthur Cuet, Antoine Poupard, Louis Bollard et Olivier Vinciera. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Arthur, je t'en prie. Bonjour à tous, Arthur Cluet, donc je suis directeur chez BDO Advisory, c'est la filiale de conseil en stratégie et en data du groupe BDO. Je travaille majoritairement sur des sujets de modélisation liés au changement climatique, que ce soit sur le risque de transition ou le risque physique. Bonjour, Antoine Poupard, je suis le président et fondateur d'Ateca, qui est une néo-assurance dédiée aux risques agricoles et qui donc rend l'assurance agricole accessible à tous les professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire afin de protéger notre souveraineté alimentaire. Bonjour, Louis Bollard, je suis Chief Revenue Officer chez Descartes Underwriting, qui est une insurtech qui a 4 ans et demi et qui vise à réconcilier le risque climatique d'un côté et capital de l'autre pour essayer de rendre assurables des risques qui ne le sont majoritairement plus dans l'imaginaire collectif et chez les assureurs traditionnels. Bonjour, je suis Olivier Vinciera, je suis président de la société Amaltera. C'est une climate fintech qui vise à aider les banques à collecter et analyser les données climatiques dont elles ont besoin pour évaluer leur exposition aux risques de transition, aux risques physiques, aux risques de biodiversité. Je suis également le fondateur de l'association Green Art Evaluer, qui a cet objectif de pousser les banques à travers une approche quantitative du risque climatique à mieux financer la transition énergétique. Alors, donc, on revient effectivement, on voit qu'on a des acteurs de l'assurance et de la finance. Ce serait bien de voir un petit peu quelles sont les différences en termes de mesure de ces impacts. Comment est-ce qu'on essaye de mesurer les impacts du réchauffement climatique, notamment en finance, Arthur? Oui, donc du coup, si je parle pour les banques pour commencer, la plus grande mesure qui existe aujourd'hui, c'est les stresses climatiques. C'est ce qu'on a pu voir. Il y en a eu un en 2022 par la Banque Centrale Européenne, il y en a eu avant par la Banque de France. Donc, pour résumer simplement, on essaye de faire des scénarios à long terme, donc à 2050, faire des scénarios climat, mais aussi rajouter des variables économiques dedans. Et à partir de ces variables économiques, d'essayer de comprendre comment ça va impacter le portefeuille d'une banque. Ce qui se rapproche de plus aujourd'hui de quelque chose d'assez global, sur lequel vraiment une banque va avoir l'impact sur tout son portefeuille et va pouvoir se dire à la fin, au cours du temps, tel scénario, il n'est pas très bon pour moi, ou tel scénario, il est plutôt OK, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de provisions et tout va bien dans le meilleur des mondes, ce qui n'arrive pas malheureusement. Donc ça, c'est vraiment l'approche de la banque. Après, il y a différentes approches en fonction des différents types
professionnels. Peut-être que je vous laisserai parler des assureurs. Pour l'asset management, c'est un peu plus particulier. On va dire qu'il y a un certain nombre de reporting à faire et un certain nombre de calculs, mais on est moins dans quelque chose d'impactant que ce qu'on peut avoir avec les stress climatiques pour les banques. Après, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, le stress climatique, c'est des exercices en cours, mais ça n'a pas d'impact aujourd'hui directement. Il n'y a pas de réglementaire derrière qui va dire si vous avez fait un trop mauvais résultat, vous devez faire des provisions supplémentaires. Et donc, c'est aujourd'hui le plus gros problème, puisque pas de réglementaire, pas d'impact pour les banques directement, et aussi pas de modélisation claire. C'est-à-dire qu'il y a la Banque centrale qui va publier des articles, des modèles, des façons de faire, mais la banque n'est pas obligée de respecter un cadre très spécifique. Elle reçoit un certain nombre de données, elle utilise ces données, mais derrière, elle fait un peu ce qu'elle veut. Bien entendu, elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut, mais ça reste très peu cadré par rapport à d'autres exercices réglementaires qui existent aujourd'hui et qui sont purement économiques, qui ne prennent pas en compte les variables climatiques. D'accord, donc on est plutôt sur une approche effectivement d'exercice réglementaire en ce moment et potentiellement de charge en capital, mais pour l'instant il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'obligatoire. J'imagine qu'en assurance, le problème est quand même très différent. Oui, effectivement, l'assurance, le problème est beaucoup plus central puisque la quantification de risque, c'est le métier de base de l'assureur. Si on parle de risque climatique, malheureusement, ce qui devient de moins en moins pertinent, c'est que la façon traditionnelle de faire, c'est de regarder dans le rétroviseur. Et donc, de regarder au rétroviseur quels ont été les aléas, de quelle intensité, à quelle fréquence, et donc dans combien de temps et à quelle ampleur ça pourrait revenir. Ce qui, on le voit bien, devient complètement abscon avec le trend général du changement climatique. Et donc là, il y a des nouvelles méthodes, mais je laisserai lui en parler parce qu'il y a une armée de collègues plus intelligents les uns que les autres pour faire ce type d'évaluation. Je veux juste rajouter de côté assureur, au-delà de quantifier le risque sensu stricto, on regarde d'autres choses pour voir si un risque va être assurable et comment l'assurer. On va regarder si le risque il est, on dit, indépendant ou systémique. Donc, est-ce que tous les assurés vont se prendre une tôle tous en même temps, et auquel cas, moi aussi, en tant qu'assureur, je prends les temps. Ou est-ce que j'ai des assurés qui vont être touchés, d'autres assurés qui ne vont pas être touchés, et donc il y aura une compensation entre les deux. Donc ça, c'est le côté indépendant ou systémique qui a un risque plus ou moins assurable. Et des sujets aussi, alors ce qui n'est pas trop vrai dans le cadre de risque climatique, mais sur d'autres risques d'aléa moral, est-ce que le fait qu'un assuré soit assuré va amener un changement de comportement de sa part et une prise de risque supérieure de sa part, et donc va dégrader le risque, en gros. Il y a aussi des sujets d'anti-sélection. Est-ce que mon produit d'assurance va attirer un panel diversifié d'assurés, ou est-ce que je vais m'en trouver qu'avec des gens plus à risque que la moyenne, auquel cas, pareil, je rentre dans un cercle vicieux qui va complètement annihiler mes capacités d'assurance. Donc, au-delà du risque sensu stricto, quel est le risque de sécheresse dans 5 ans dans le Poitou-Charentes, il y a aussi tous ces enjeux qui restent quand même techniques et mathématiques autour de est-ce que je peux mutualiser mon risque, est-ce qu'il est diversifié, est-ce que j'aurai un changement de comportement des acteurs. Et donc c'est ça qui rend aussi un risque assurable au-delà de sa pure quantification et du prix qu'il faudrait y mettre. Merci Antoine. Je crois que face à ces risques-là, face à ce risque climatique, il faut être un peu agnostique en fait. Si on veut essayer de l'aborder de la manière la plus distanciée possible aujourd'hui et de comprendre, il ne faut pas avoir trop de cicatrices. C'est extrêmement compliqué. Si vous avez déjà pris la truc 10 fois, de vous dire que ça ne va pas arriver de nouveau et de regarder justement, comme le disait Antoine, dans le passé et d'essayer d'en tirer une règle. C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est complexe pour les assureurs traditionnels d'aborder ça, parce qu'ils ont pris beaucoup de cicatrices, ils ont pris beaucoup de coups et c'est complexe de s'en départir et de regarder les choses de manière nouvelle. C'est la force des nouveaux acteurs. Leur faiblesse, c'est qu'ils sont jeunes, qu'ils sont récents, qu'ils ne sont pas forcément assez capitalisés, etc. Mais je crois que c'est important de se dire ça, d'avoir un regard assez neutre sur le sujet et pour vraiment prendre le recul nécessaire. Ensuite, il faut investir lourdement avec tous les biais qu'il peut y avoir dans un comportement d'achat d'assurance, qu'il peut y avoir dans le financement, enfin, l'octroi d'un financement de l'autre côté. Et bon, Antoine parlait, l'aléa morale, l'anti-sélection, j'ai pris que le mauvais risque, etc. Et donc, de ce postulat-là, Descartes s'est dit, je vais essayer de faire quelque chose et je vais finalement distinguer deux façons d'aborder le risque, ce qu'on appelle le module de hasard, donc le péril physique en tant que tel. Quelle est la probabilité aujourd'hui? Comment se forme un orage de grêle?
quelle est la réserve d'énergie qu'il y a à la surface de la mer dans la baie de Naples et de Miami en ce moment, qui n'a jamais été aussi chaud, et ça, comment cette réserve d'énergie se transforme demain en cyclone, en méga cyclone, etc. Qu'est-ce qui va se passer en matière de débourrement précoce de la vigne en Australie du fait de la chaleur et d'El Niño, et donc l'éventuel gel de printemps qu'il pourrait y avoir qui va affecter plus les vignes? Quelle est la probabilité de feu de forêt demain à Hawaï ou au Canada, de nouveau du fait de la sécheresse du sol? Et comment est-ce que tout ça, avec la topographie, avec les essences plus ou moins résineuses des arbres, comment ça se propage? Tout ça, c'est une approche hyper mathématique des choses et qu'on appelle, nous, vraiment l'étude de hasard, le module de hasard. Et c'est là-dessus qu'on investit énormément. Et en disant finalement, la partie vulnérabilité, étude de vulnérabilité, qui est la façon dont les assureurs agissent et qui est importante aussi, ça appartient davantage à notre client, à l'assuré, à l'entreprise en tant que telle, d'étudier sa propre vulnérabilité. Et nous, ce qu'on apporte, c'est notre connaissance de ce hasard. Et je crois que c'est distinguer les deux briques aujourd'hui, c'est essentiel et chacun doit faire bien, très très bien son travail pour réconcilier ces deux mondes. Désolé, il y a un peu de jargon, mais c'est un peu complexe. D'accord, merci à tous les deux. Peut-être pour compléter un petit peu sur la partie finance, on a évoqué les stress tests. On a dit qu'il n'y avait pas forcément grand-chose au niveau réglementaire, mais il existe quand même des choses, Olivier, qu'on peut évoquer. Oui, parce qu'en fait, en matière bancaire, en tout cas, il faut un peu différencier deux choses. Je pense qu'il y a l'exposition des banques au risque climatique, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'elles financent, est-ce qu'elles financent beaucoup d'émissions, est-ce qu'elles financent des sociétés qui sont exposées d'un point de vue risque physique. Ça, c'est une première chose. Et il y a la quantification du risque dans les outils, les méthodologies que les banques utilisent aujourd'hui pour faire calculer leur perte moyenne, qui est le coût de financement qu'elles ont, et leur perte extrême, qui est relative au capital dont elles ont besoin pour faire face justement à la montée des corrélations et des événements climatiques potentiels. D'un point de vue régulatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'exposition, les banques commencent à être régulées, hein, c'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on appelle le pilier 3, elles doivent commencer à faire de la transparence, elles doivent exposer ce qu'on appelle leur asset ratio, on doit CSRD dans un premier temps sur l'ensemble de leur portefeuille. Avec les asset ratio, c'est la mesure, d'une certaine façon, pour faire ça, de la vertitude de leur prêt, hein, c'est-à-dire de dire est-ce que chacune des sociétés qu'elles financent sont en train d'aider à l'adaptation, c'est-à-dire à se préparer au changement climatique, ou aident à financer la mitigation, c'est-à-dire lutter contre le changement climatique. Donc ça c'est un sujet qui est déjà pris en charge par le régulateur et sur lequel les banques travaillent activement. Alors là, on en parlera plus tard, mais en 2026. Et ensuite, les méthodes de quantification des risques, là, on rentre dans des domaines un peu plus complexes, hein, on est fait sur des modèles mathématiques nouveaux, puisque c'est ce que Arthur évoquait tout à l'heure. On n'est plus en historique, mais on est ce qu'on appelle en forward looking. Il faut inventer des nouveaux modèles qui vont permettre de calculer justement ces pertes extrêmes en cas d'alignement des corrélations sur l'ensemble du portefeuille. Et alors là-dessus, là je prends un peu la casquette des RWE, les régulateurs travaillent activement là-dessus. Et là, quand je parle des régulateurs, je parle de la Banque centrale européenne, de la FED, de la Banque d'Angleterre, avec ce point de vue qui, on n'a pas encore les modèles qui permettent de prendre ça en charge proprement, mais on va s'y atteler dans les années qui viennent. Il y a eu une conférence assez importante de la Banque d'Angleterre il y a 6 mois, où il y avait plusieurs des régulateurs, hein, que ce soit américains ou européens. Et la conclusion de la conférence, hein, le titre était intéressant, c'était risque climatique et capital. Et la conclusion, pour caricaturer un petit peu la conférence, c'était oui, il y a du risque climatique, mais on a aucun moyen que le capital qui vont mettre en face, donc pour l'instant, on attend. Voilà. Mais malgré tout, on sent bien que les régulateurs qui sont déjà sur le pilier 3 commencent à agir sur le pilier 2, ce qui appelle le risque systémique. Hein, c'est une discussion qu'on a eue et qu'on a eue avec le bras armé de la BCE, par exemple, je parle de l'EPA en particulier. Et ensuite, sur les risques idiosyncratiques au niveau d'une banque, de voir comment, et ça c'est pilier 1, comment elle doit être capable de faire des approches mathématiques de ce problème. D'accord, donc on avait peur d'avoir un peu de jargon, je pense qu'on en a rajouté encore un petit peu plus, mais effectivement c'est un sujet assez très technique. On est effectivement sur une problématique de modélisation au niveau du régulateur et des banques à la fois. Effectivement, souvent, on va comparer le modèle imposé par le régulateur à un modèle interne.
Arthur, est-ce que tu pourrais expliquer peut-être un petit peu cette dichotomie et voir un petit peu où on en est actuellement par rapport au développement de ces modèles au niveau des banques et du régulateur, en complément d'Olivier. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais comme vous l'avez compris, le régulateur va donner des scénarios, va donner des hypothèses, va faire des exercices aussi de son côté. Donc dire, d'après lui, la Banque Centrale Européenne fait des exercices en prenant tous les bilans des banques, etc., en faisant des simulations et en donnant ils expliquent exactement comment est-ce qu'ils ont pu faire et quel est le résultat. Est-ce qu'il y a un impact fort sur différents scénarios de transition. Donc ça donne un cadre. Mais comme on l'a dit, le cadre, il n'est pas 100% réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque, elle n'est pas obligée de suivre exactement comment fait la Banque Centrale Européenne. Ce qui existe aujourd'hui, donc on a le NGFS, qui est un groupement de banques centrales qui produisent des scénarios économiques et climatiques suivant différentes trajectoires RCP. Donc ça, c'est le premier bloc. Mais ces trajectoires, elles s'arrêtent à un niveau, excusez-moi, ça va être encore un peu technique, hein, mais elles s'arrêtent à un niveau assez macroéconomique. C'est-à-dire que en gros, vous allez avoir des trajectoires par pays avec des évolutions de variables économiques, mais on va rester sur des variables assez simples, du type le PIB, le taux de chômage, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous comprenez bien que quand on est une banque, comme n'importe laquelle des banques françaises systémiques, il y a des expositions qui existent partout en France, partout en Europe, voire partout dans le monde, de nombreux acteurs qui sont totalement différents, avec simplement des variables et des évolutions par pays. On peut faire assez peu de choses pour rendre compte de la vraie valeur du risque. Donc aujourd'hui, le gap, il est un peu à ce niveau-là, c'est-à-dire de descendre plus finement en fait, dans l'évaluation et dans l'évolution possible des trajectoires avec différentes variables, essayer de comprendre ce qui se passe mieux. On parle du risque de transition au niveau sectoriel. On sait que le risque de transition, c'est pas du tout la même chose qu'on soit une entreprise des services informatiques par rapport à une entreprise pétrolière. Il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Voilà, il y aura un impact qui sera beaucoup plus fort dans un des deux cas. Donc c'est vraiment ce gap-là qui aujourd'hui est étudié par la BCE. On donne des guidelines. Il y a un certain nombre d'acteurs académiques qui publient des modèles, mais comme il n'y a pas d'obligation réglementaire, les banques ne font pas encore complètement valider tout leur framework climatique. Donc tout ça, ça reste de la recherche, mais il n'y a pas de, encore une fois, voilà, il n'y a pas de cadre. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque, c'est qu'on aille un peu plus loin dans la régulation pour qu'il y ait plus de cadres, pour obliger les banques en fait à formaliser leur approche et à se mettre toutes dans le même cadran pour qu'on puisse avoir des résultats comparables. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on est sur des simulations à 2050. Je pense que personne ne peut dire qu'on va savoir exactement comment ça va se passer à 2050. Donc l'idée, c'est plutôt de faire plein de simulations différentes et de voir en fonction de différents paramètres quels vont être les impacts sur les portefeuilles et sur l'économie en général. D'accord, donc effectivement, on a une vraie problématique de projection des modèles. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a des projections, on a des modèles qui vont jusqu'à 2050, qui vont depuis 2050 généralement plutôt jusqu'à 2100 et encore beaucoup plus loin sur les modèles climatiques. Ces modèles climatiques, déjà, il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à les valider sur des données antérieures et sur l'évolution actuelle du climat. Et je comprends qu'il y a une vraie problématique derrière de validation des modèles proposés par les régulateurs, mais aussi potentiellement par rapport aux modèles qui sont utilisés ou qui sont proposés dans d'autres secteurs. Au niveau de l'assurance, justement, quand on va vouloir utiliser des modèles, comment est-ce qu'on est sûr que ces modèles sont valables, sur quoi ils sont validés, comment est-ce qu'on se débrouille peut-être. Oui. C'est sûr qu'il faut montrer patte blanche, qu'avant d'aller mettre du capital face à un risque quand on est assureur, il faut valider ces modèles. Il y a un petit acte de foi, évidemment, à l'entrée, par essence, puisqu'en plus on ne se base pas beaucoup sur des projections passées. Donc, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, on modélise cette nouvelle donne climatique, risque par risque, sachant qu'il y a un certain nombre de risques qui sont malheureusement interdépendants. Donc il y a des phénomènes d'entropie et d'accélération du bordel ambiant qui jouent, c'est comme ça. Et ça, on sait un peu le modéliser quand même. Et ensuite, on fait du backtesting en disant est-ce que finalement, sur la base de ce modèle-là, sur les années passées, on aurait les scénarios qu'on imagine pourraient fonctionner. Et aurait versé des indemnités à nos clients. Donc,
il y a quand même un acte de foi. En revanche, ce qui est certain, c'est que si vous mettez 80 data scientists pour bosser sur la grêle, vous allez trouver quelque chose de mieux que si vous mettez personne. Et le sujet de fond, il est quand même l'investissement à l'entrée. Donc, chez Descartes, c'est pas de la pub, au contraire, vous allez comprendre. Il y a entre 80 et 100 scientifiques qui bossent sur ce sujet-là, et avec ça, on est sans doute la deuxième ou la troisième équipe de modélisation, plus grosse équipe de modélisation mondiale du risque climatique. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Je pense que c'est grave. C'est-à-dire qu'on peut s'enorgueillir de ça, très bien, mais se dire qu'on est la deuxième ou troisième plus grosse équipe mondiale avec 80 ou 100 personnes qui bossent là-dessus, sur l'ensemble des périls climatiques, c'est un peu flippant. Je pense qu'on a un petit sujet d'investissement. Donc, vous me dites comment est-ce qu'on valide les modèles? Déjà, travaillons dur sur ces modèles. Si vous mettez des bonnes équipes qui ont confiance dans ce qu'elles font face à ensuite au capital, ça peut être des fonds, des fonds ILS, des hedge funds, ça peut être des banquiers, ça peut être des assureurs, des gens qui ont un bilan lourd. Si vous avez investi et démontré ça, avec ensuite idéalement un track record, avec les années passantes, c'est plus facile, mais si ça a fonctionné. Mais vous avez démontré ça, vraisemblablement, il y a des gens qui vont vous écouter. Dernier point, qui est un peu plus financier et un peu plus sordide, mais c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passait une fois tous les 100 ans arrive une fois tous les 15 ans, en termes de sinistre d'intensité, par exemple, des gros pépins climatiques, on va dire que c'est à peu près ça leur demandeur. Donc ce qui coûtait 1,5% coûte plutôt 10 à 12%. À 10 à 12%, quand il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là parce qu'ils n'en ont pas le choix, parce que c'est leur conviction, malheureusement, que c'est l'impact climatique et qu'eux ne peuvent pas faire sans cette protection-là, ben vous attirez des gens qui sont contents de faire travailler l'argent à 10 à 12%. À 1 ou 2%, c'est différent. Vous avez c'est différents types d'investisseurs. Alors Antoine, en termes de modélisation, bon, je pense que vous êtes aussi très, très touché par rapport à vos activités agricoles sur lesquelles ATK est spécialisé. Quel est le retour, peut-être un retour d'expérience par rapport à votre activité? Oui, alors un retour d'expérience, et puis un commentaire qui va dans le sens de ce que disait lui. Un retour d'expérience, c'est que il y a un vrai sujet aussi d'arbitrer entre la qualité de la donnée qu'on utilise pour modéliser et son volume et sa représentativité territoriale. Nous, notre expérience, c'est qu'on a plutôt des bons résultats en privilégiant le volume et la diversité et l'historicité de données sur les rendements face au changement climatique, face aux aléas climatiques en général. C'est un proxy on approche plus la réalité des problèmes qui se posent qu'avec un échantillon qu'on aura trop réduit parce qu'on aura voulu la perfection de la donnée, de notre pratique de laboratoire, si je caricature. Donc, ce qu'on a fait quand on a démarré, c'est le problème des nouveaux entrants sur le marché de l'assurance, c'est qu'ils arrivent sans historique. Ce qui fait la force d'un assureur traditionnel, institutionnel en place, c'est son historique sur lequel il va quand même baser toute sa stratégie. Et donc, lui, il a expliqué, c'est plus forcément la bonne façon de faire quand on parle de changement climatique, mais historiquement, c'est comme ça qu'un assureur travaille. C'est la première barrière à l'entrée. Nous, on n'a pas sur l'histoire, mais ATK a été créé par et pour des acteurs du monde agricole, et donc qui ont mis en commun des données qu'ils avaient déjà dans leur tiroir, des données de rendement, des données de perte de rendement, des données de stations météo. Et donc, on a recyclé de la donnée métier qui, à la base, venait de diverses filières agricoles pour créer ces premiers modèles. Donc, il y a aussi il y a un peu de débrouille aussi dans comment modéliser différemment et comment aller chercher d'autres données pour modéliser ces risques. Et puis, ce que disait Louis sur la taille des équipes de modélisation, c'est que malheureusement, le fait que la plupart des porteurs de risques, donc on parle d'intermédiaires en assurance, d'assureurs, de réassureurs, donc qui sont quand même assez légèrement montés en termes d'analyse mathématique, ça va les amener souvent à surréagir au résultat de l'année en N+1. Et donc, au lieu de se dire, OK, je prends mon modèle et je vais le maintenir pendant 5 à 10 ans, ils vont surréagir et faire des coups de barre à gauche et à droite en fonction de leur sinistralité de l'année passée. Ce qui est quand même un mauvais signal de marché, parce qu'un assuré, donc en l'occurrence pour moi l'agriculteur, il a envie de se dire qu'on est là pour l'accompagner pour les 10, 20, 30, 40 ans de sa carrière de façon assez stable, assez résiliente, avec des niveaux de primes quand même cohérents, plutôt que de se dire qu'il va y avoir un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite, ce qui est un peu une double peine pour lui, s'il a subi un sinistre l'année passée et que sa prime d'assurance double l'année suivante. Donc c'est un sujet d'acculturation à
à cette rigueur scientifique de la modélisation du risque et de la façon de l'appliquer dans sa tarification et d'avoir une tarification la plus stable et linéaire possible, si on veut embarquer le maximum d'acteurs dans la gestion collective de ce risque climatique. Ok, donc il y a énormément de points là, c'est très très dense ce que vous avancez. Moi, ce que je retiens déjà, il y a un point critique, effectivement, sur les données. On a parlé de données historiques et qui malheureusement sont plus valables dans le cadre du changement climatique. Et donc, il va falloir travailler sur de nouvelles données. Et qui dit nouvelles données, dit une nouvelle source de données et potentiellement nouvelles équipes qui vont aider à construire ces données. Donc, je pense que Louis, on a vu aussi, grâce à votre expérience, que potentiellement ces nouvelles données, malheureusement, elles sont produites par des petites équipes pour l'instant. Elles sont peu disponibles, hein, ou elles sont peu centralisées. Et donc, il y a une vraie difficulté à les récupérer, à les mettre à disposition des acteurs. Olivier, comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les données soient plus visibles, mieux exploitées, mieux comprises aussi peut-être, parce que sur des nouvelles données, il y a aussi toute une problématique d'utilisation et de compréhension de la donnée. Combien de temps on a un peu plus pour ce sujet qui est assez vaste, qui est le cœur de ce qu'on fait chez Amateur, mais d'abord je veux apporter une précision, juste sur les régulateurs, parce que je rejoins Arthur sur le fait qu'il n'y a pas de cadre formel imposé aux banques aujourd'hui, mais malgré tout, hein, la pression du régulateur sur le fait qu'il faut qu'il commence à prendre en compte le risque climatique fait que les banques mettent aujourd'hui en place des équipes de modélisateurs pour commencer à étudier les différents modèles qui pourraient être en place et mieux appréhender ces risques. Donc, il y a aussi la recherche du côté bancaire et du travail qui est fait. Sur les données, maintenant, donc, elles ont besoin, hein, en effet, pour nourrir ces modèles et être à même de travailler de façon économique sur leur bilan et sur leur capital. Bon, là, il y a énormément de sujets. Hein. Il y a des sujets de type de données qu'elles doivent collecter. Hein, qu'on parle de risque physique, de risque de transition, de risque de biodiversité. Hein. Moi, je suis principalement porté sur ces sujets-là. Et il y a les types d'acteurs auprès desquels elles veulent les collecter. Et là, c'est encore une dimension. Là, j'entends par ça les sociétés cotées par opposition aux sociétés de côté, les PME, etc. Aujourd'hui, en termes de sociétés listées, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont déjà positionnés, hein, tous les acteurs historiques du rating ou de la donnée bancaire, j'entends par là LSI, S&P Trucos, Bloomberg, proposent beaucoup de choses. Alors, on peut discuter de la pertinence de leur modèle, de leur destination. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ouais. Là où il y a, en risque de biodiversité, alors évidemment, là, c'est un sujet qui est assez nouveau et il y a encore peu de choses, peu de modèles qui se mettent en place. Là où il y a en effet un gros trou pour les banques et elles cherchent beaucoup de solutions aujourd'hui, hein, sur le marché ou entre elles, c'est sur les données, ce qu'on appelle les PME, les PPI, où là, elles ont très peu de contraintes. Le régulateur n'a pas encore imposé d'ailleurs quelque chose de reporting, et elles ont un gros sujet pour les 3-5 ans à venir d'être capable de trouver cette donnée. Donc il y a des sociétés qui se positionnent là-dessus, comme je vais prendre l'exemple d'Urgentène, qui est une société anglaise qui a fait dans le cadre de l'exercice de la BCE il y a 3 ans, une analyse estimative de millions d'entreprises en Europe sur la émissions CO2. Il s'agit souvent de ce qu'on appelle des estimations sectorielles, c'est-à-dire que grosso modo, c'est la règle de 3, hein, si je peux me permettre, pour dire quelle est l'estimation CO2 en fonction du secteur et de la taille de l'entreprise. Et ces entreprises, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur la façon dont le marché structure, c'est qu'elles sont rachetées maintenant par des acteurs listés comme ICE. Donc les choses se mettent en place, il y a des listes de plus en plus d'outils estimatifs, il y a des sociétés comme GIST aussi qui font ça, etc. Et puis par ailleurs, il y a des sociétés qui produisent de la donnée et qui, en allant chercher, en faisant des analyses très précises dans les workflows des sociétés, là j'entends des Green, des Sweep, qui sont capables d'aller faire des estimations CO2 très précises et d'aider les entreprises à faire leur transition net zéro. Donc ça, c'est la donnée que les banques devraient quand même aussi collecter pour être capables de faire leur but. D'accord. Malgré tout, alors,
effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui avancent sur le sujet. Il y a une possible aussi concentration de ces acteurs via des rachats. Il faut voir si derrière on y gagne en qualité et en accessibilité. Ça peut être un problème aussi. Par rapport à l'accessibilité de ces données, à la diffusion de ces données, notamment dans les milieux bancaires, Arthur, est-ce que vous avez vu potentiellement la façon dont ces données pouvaient être utilisées et aussi si les petits acteurs avaient la chance de pouvoir aussi avoir leur place dans le développement de ces données, parce qu'on a vu que certains acteurs pouvaient être très spécialisés et absolument indispensables pour répondre à certaines problématiques très spécifiques. Qu'en est-il actuellement? Encore un vaste sujet. Non, voilà, c'est un marché qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup de petits acteurs, sûrement beaucoup de petits acteurs assez indispensables et sûrement sous-capitalisés, en tout cas par rapport à leur utilité presque publique, je pourrais dire. Non, c'est une question très vaste. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans je ne sais pas si on peut dire le début, mais dans un développement qui va assez vite. Il y a plein d'acteurs qui répondent à plein de questions. On en a parlé, on a évoqué le sujet, mais en fait, il y a le problème de la mesure du changement climatique, c'est un problème qui est hyper large. Et plus on s'y intéresse, plus on arrive sur un ensemble de sous-problèmes. C'est-à-dire que là, on a parlé des émissions carbone. Comme l'a dit Olivier, si on veut avoir des émissions à peu près fiables sur des petites entreprises, c'est compliqué. Il y a des entreprises il y a des fournisseurs qui commencent à essayer de bien traiter le sujet, mais il y en a encore peu, et peut-être aussi que pour certains acteurs, donc peut-être pas pour des grosses banques, mais pour d'autres, ça reste à des niveaux de prix qui sont aussi difficilement atteignables. C'est-à-dire qu'une banque de plus petite taille, elle ne va peut-être pas vouloir aujourd'hui mettre assez d'argent pour pouvoir avoir accès à toutes ces données. Il y a un autre problème qui peut exister aussi, c'est lié, on va parler des émissions carbone directement des entreprises, mais les banques, elles sont beaucoup liées à l'immobilier. Donc, il faut pouvoir aussi estimer quelles sont les émissions carbone liées au parc immobilier. C'est quelque chose qui est plus ou moins facilement estimable. Aujourd'hui, il commence à y avoir des bases qui regroupent ces données, mais ce sont de la même manière pas forcément des bases très peu chères, c'est pas dans le domaine public. Donc aujourd'hui, le problème, il est vraiment qu'on n'a que quelques acteurs, même si ça se développe beaucoup, et en plus, on est sur des niveaux de prix qui ne sont pas forcément des prix assez élevés, et donc du coup, tous les acteurs ne peuvent pas accéder à ces données. Donc il y a vraiment un besoin que tous ces acteurs se développent, mais aussi que cette donnée, elle devienne moins rare, un peu plus commune, que les estimations se comparent aussi entre elles, parce que quand vous dépendez que d'un acteur qui fait lui-même sa propre estimation, même si vous espérez que cet acteur fasse les choses le mieux possible, c'est toujours mieux si vous en avez plusieurs et que vous pouvez comparer et voir quelles sont les différences. Et souvent, ces acteurs aussi, c'est un peu le principe de concurrence. Ces acteurs vont essayer de faire de mieux en mieux et donc du coup, leur mesure va être de plus en plus fine. Donc, c'est vraiment, c'est un marché qui se développe, qui n'existe pas depuis de nombreuses années, et c'est sûrement ce développement et le fait que ça va s'améliorer, et puis que on va dire que dans le domaine public, ça devient quelque chose de plus en plus important, que on l'espère, les États poussent dans cette direction pour avoir quelque chose de plus consolidé et qu'on puisse se baser sur des données qui sont plus propres, mieux mesurées, et qu'on puisse utiliser de manière plus sereine. Bon, on va espérer, parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir ces bases de données qui nous permettent d'avoir des mesures, en tout cas de créer des modèles qui seront valables. Malgré tout, il peut arriver dans certaines situations, soit effectivement la mesure du risque montre qu'on se retrouve dans une impasse, soit effectivement on est dans un manque de données. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau assurance? Est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on essaie de trouver d'autres solutions? Globalement, on cherche d'autres solutions. Enfin, ce que je disais, c'est qu'il faut
faut être assez œcuménique sur le sujet de la donnée et la chercher là où elle est. Nous, le parti pris qu'on a chez ATK, c'est de co-construire nos offres d'assurance avec nos assurés. C'est pour ça que je disais que c'est une entreprise qui a été créée par et pour les acteurs des filières agricoles. Il faut aller chercher de la donnée dans ces entreprises, alors en mettant tous les bémols sur leur activité, leur fiabilité ou autre, mais c'est en allant co-construire les produits et en allant mobiliser la donnée qui sont chez les assurés aussi, et pas en restant sur son inventaire en disant qu'on va faire une donnée pure qui vient d'un portfolio d'assurance depuis 45 000 ans, qu'on va y arriver. On est sur des trends qu'on a du mal à maîtriser. On a parlé des trends de changement climatique, donc je pense qu'il faut plutôt se retrousser les manches, de dire qu'on prend la donnée là où elle est, avec les précautions qui s'imposent, mais quand on accepte d'ouvrir ses livres avec ses assurés ou ses futurs assurés, qu'on accepte de co-construire avec eux, on se rend compte qu'ils ont des gisements de données qui sont assez fabuleux à mobiliser pour faire des super produits et pour répondre beaucoup mieux à leurs besoins qu'en restant sur ces a priori mathématiques. Ouais, j'ai le sentiment qu'en fait on travaille beaucoup sur comprendre ses propres enjeux de transition, même si il y a plein de bémols à ça, notamment le prix, l'accessibilité de ça pour une TPE, et de toute façon il y a beaucoup d'autres sujets à traiter que ça. Et en particulier, à court terme, il y a des sujets de résilience. C'est-à-dire qu'on peut aborder sa transition en moyen terme, on peut comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe en termes d'émissions, etc. Mais à court terme, il faut juste être résilient. Et il faut faire face à ces chocs. Il y a 85% des business qui sont climato-sensibles et qui viennent avec la volatilité extrême aujourd'hui de ces événements climato très, très, très sensibles. Ce n'est pas juste les marchands de glace et parapluies. On est vraiment, vraiment bien au-delà. Et donc, pour créer ces outils de résilience qui s'appellent l'assurance, qui s'appellent le financement, qui s'appellent plein de choses, qui s'appellent des investissements en prévention, et bien effectivement, on a besoin de mesurer plus finement cette donnée-là pour, encore une fois, réconcilier le capital et le risque en face, faire venir du capital et converger du capital avec une donnée qui est fiable et qui est aujourd'hui, comme vous l'avez justement dit, et tout le monde est assez d'accord, malheureusement, un peu un parent pauvre. Et pour mettre, nous, en tant qu'assureurs, par exemple, 70 millions de garanties sur un risque X, si on ne sait pas bien mesurer ce risque-là, si c'est juste un petit capteur quelque part qui traîne et qui va donner, c'est complexe, évidemment. La confiance, elle est énorme. Or, on ne peut pas en plus être à la fois le producteur et le certificateur de données et l'assureur. Il faut que ce soit un tiers de confiance. Il y a des intangibles quand même dans ce business-là et on peut difficilement faire les deux en soi. Je rajoute un petit paramètre dans l'équation qui est déjà bien complexe, c'est que si on a la donnée de qualité, qui existe, qui est certifié, qui est agréé par tout le monde, il y a moins besoin d'experts autour de ça, il y a moins besoin de people autour de ça. Et ça, c'est un coût additionnel dans l'assurance ou dans le financement. Plus vous faites intervenir de gens, plus il y a une partie de la prime ou du coût du financement qui va être dédiée à payer ces gens et qui ne va pas forcément travailler face au risque. Le risque augmente, donc sur 100 de primes ou sur 100 de financement, j'espère que je vais avoir un maximum, une proportion maximum de ce montant qui va réellement être mobilisé face à ce risque-là et moins de frottement possible. Des chaînes de valeur débiles, où c'est un peu comme les dons à certaines associations, quand vous donnez 100, en fait, il y en a 30 qui arrivent à Madagascar. Bon, sur la prime d'assurance, c'est un peu le même principe. Donc, il y a des intermédiaires à haute valeur ajoutée, et puis il y en a dont, avec une donnée de qualité, on peut se passer. Dernier point, donc, vous voyez l'importance d'investir dans cette donnée, mais je reprends tes propos, ces acteurs, nous, on passe un temps incroyable à essayer de les identifier. Alors, il y a de l'open source, il y a de la donnée satellite, il y a des choses qui fonctionnent bien pour certains risques. Et puis, quand vous assurez un agriculteur en mode paramétrique, donc avec juste de la donnée comme ça, l'agriculteur, il va avoir tendance à dire, moi, c'est la station météo qui est sur cette parcelle qui doit faire foi. Ou alors, vous m'envoyez un expert. On retombe sur la problématique dite de l'expert qui va avoir un coût, qui va s'additionner, etc. Aujourd'hui, c'est le meilleur de tous les modèles, mais on voit bien que c'est imparfait. Et la donnée, aujourd'hui, elle est insuffisante parce que ces acteurs-là, ils sont encore petits, ils ne sont pas assez capitalisés. Et c'est hallucinant que dans cette chaîne de valeur de compréhension des enjeux climatiques, mobilisation du capital face à ça, grâce à une donnée, à de la modélisation, on ait encore ce trou dans la raquette qui soit si fort. Et nous, on a plutôt le sentiment aujourd'hui que ça recule. Et on est dans une phase un peu de consolidation il y a une crise de la tech, du marché, du financement de la tech par les ventures capitalistes, etc. Donc, c'est sans doute un peu conjoncturel, mais c'est quand même un peu d'avant de se dire qu'on est dans une période où ça avance pas très vite.
ça avance pas beaucoup. Et donc on passe du temps à essayer d'identifier ces gens-là, à leur passer des commandes pour qu'ils en vivent, parce que la monétisation est faible, on est habitué à la donner gratis partout. Et est-ce que c'est les grands acteurs, les GAFAM, qui vont produire cette donnée-là et la mettre à disposition du monde entier pour faire les bienfaiteurs de l'humanité? C'est pas impossible. Bienfaiteurs de l'humanité, vous me passerez l'expression. Ça gagne de l'argent par ailleurs, vous n'en faites pas pour eux. Mais en tout cas, énorme question sur la qualité de la donnée, etc. Et vous réconcilierez jamais le capital et le risque climatique si au milieu, il n'y a pas un tiers de confiance qui s'appelle une donnée agréée par tous. Justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une donnée agréée par tous? Qui est censé la certifier, cette donnée, même si elle est produite par un expert? Alors, sur ce qui est de la collecte des données, on a parlé de la production de la donnée, qui peut être estimative, de la production d'entreprise. Sur la collecte des données, en effet, il y a un vrai sujet pour les assureurs, et pour les banques, de ce que je connais. C'est-à-dire comment je fais pour aller chercher de la donnée sur des acteurs qui sont multiples, qui peuvent être les entreprises elles-mêmes, peut-être dans cette donnée, des estimateurs, des petites entreprises, etc. Les banques, aujourd'hui, elles sont à la recherche de solutions. Donc il y a plusieurs types d'initiatives là-dessus, qui sont soit des initiatives privées, soit des initiatives publiques. Alors, les initiatives privées, vous, c'est ce qu'on fait chez interne, comme plateforme de données pour les banques. Mais il y a aussi des initiatives privées intra-bancaires, c'est-à-dire que les banques sont en train de réfléchir, je parle de très grosses banques au niveau mondial qui réfléchissent à des solutions communes pour monter des plateformes de données d'entreprises physiques. Et il y a aussi des initiatives publiques. Et là, je parle de l'ESAP, il y a Open Cyber Access Point, qui est une initiative qui est portée par la communauté européenne et qui vise à faire une donnée commune d'entreprise pour avoir un seul point d'accès à toute la donnée climat, disons, pour faire simple, des entreprises en Europe. Ça, c'est un projet au long cours. C'est plus spécifique à la CSRD aussi pour. En fait, alors oui, j'ai pas exactement les chiffres, mais c'est quelque chose qui va faire monter en puissance. Ça commence évidemment par les grandes entreprises, puis il s'attaque à des tailles d'entreprises de plus en plus petites au fur et à mesure du temps. Mais il y a une volonté d'aller monter une très grosse base de données. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est un autre sujet, mais en tout cas, on essaie de s'attacher à ce sujet. Ensuite, il y a le problème de la certification une fois qu'on a ces données-là. Alors là, moi, j'ai une connaissance partielle des choses qui continue à dire aujourd'hui, le FSB, le Financial Stability Board, recommande de faire de l'assurance, j'imagine que vous connaissez c'est-à-dire de dire il faut faire certifier la donnée que vous avez utilisée, mais il y a encore un grand flou juridique sur la façon dont ça doit être certifié, et qui sont ces acteurs certificateurs. Là, il y a tout un chantier qui est en train de se dessiner pour pareil, entre les 3 à 5 ans. Il y en a qui se créent et c'est assez passionnant. Je vous donne un exemple très très concret de ce qu'on a bâti. Aux États-Unis, il y a tout un tas d'États aux États-Unis qui sont très sujets à des phénomènes de tornades qui sont hyper localisés. La tornade, elle suit un couloir, ça peut faire 300 mètres de large et ça suit un couloir et ça détruit tout. On sait modéliser ce risque-là, on sait comprendre, mais ensuite, savoir exactement où elle est passée, c'est compliqué. Donc là, on se base sur les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux pour comprendre la puissance Big Data là-dessus et ce qu'on peut en faire. Donc, on a trouvé un agent certificateur qui va utiliser les photos postées par les réseaux sociaux des dégâts de la tornade. C'est sordide, mais on prend en photo quand ça va très bien, quand ça va très mal. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, il y a les gens qui prennent ça. Ensuite, on fait une interpolation des photos en reconnaissant la géographie pour comprendre le couloir. Et c'est sur cette base-là, sans expert, qu'on va indemniser des dégâts pour les entreprises. Donc, ça, c'est des exemples magnifiques, mais la boîte en question au milieu, elle est hyper faible. Elle fait ça. Ces 3 mecs dans un garage qui sont passionnés et qui ont créé cette petite techno, comment est-ce qu'on la récupère? Mais là, vous imaginez le bienfait de fond. Il y a un portefeuille de loans aux États-Unis sur des maisons individuelles. À Austin, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé hier, mais une espèce de couloir de grêle avec tornade complètement démentielle qui a rasé les maisons. Enfin, c'est une violence absolument inouïe. Ben, avec des modèles d'assurance un peu nouveaux comme ce qui est en train de se développer, et ben, ces gens-là, ils ont leur indemnisation potentiellement après-demain sur leur compte. Ça change un peu le rapport à l'assurance et on oublie même le phénomène de l'assurance. On crée des outils de résilience et de sustainability qui sont très forts. De là à dire qu'il faut en permanence reconstruire à des endroits qui sont hyper exposés, c'est une autre question très, très US en l'occurrence. J'adore des hôtels à Miami qui sont rasés tous les 3 ans, mais ça, c'est sûr américaine, c'est bosser l'économie. Je pense
qu'on va se garder quelques minutes pour les questions. Je vais juste conclure, essayer de conclure, parce que c'est compliqué de conclure dans ces conditions. On voit qu'on a une problématique qui est quand même extrêmement forte en termes de modèles, en termes de données. On a des impératifs aussi, malgré tout, que ce soit sur le financement ou sur les remboursements qui sont très forts et qui touchent aussi à énormément de concepts. Hein. On a parlé de morale, quand même, dans le principe. On a parlé aussi de résilience. Tout ça sont des choses sur lesquelles, évidemment, il faut absolument travailler. Ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi un énorme besoin en termes de mutualisation et de diversification de ce risque. Donc, trouver potentiellement des nouvelles façons d'élargir cette mutualisation, cette diversification et d'attirer les financements pour être capable de couvrir l'ensemble de ces risques, que ce soit dans le domaine de l'assurance ou de la finance, hein, d'ailleurs. Et le point final, vraiment, c'est cette fragilité au niveau des fournisseurs de données qui reste encore sous-capitalisés, potentiellement trop spécialisés sur un créneau particulier parce qu'on est, sur de la green tech, sur de la start-up, sur des toutes petites équipes, d'ailleurs souvent issues soit de la tech, soit de la recherche. Hein, souvent, c'est des gens qui ont conçu un modèle dans leur labo et qui se disent tiens, ça, on pourrait essayer de le commercialiser. Mais voilà, on a besoin de financement aussi pour ces entreprises. Ça, c'est totalement indispensable, sachant que ces données ont vocation à être de plus en plus utilisées. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une vraie aussi impulsion des régulateurs, des gouvernements pour promouvoir des nouveaux modèles, des nouveaux jeux de données, potentiellement mettre aussi les moyens pour développer cet écosystème data qui est absolument indispensable aujourd'hui. Donc maintenant, s'il y a quelques questions dans la salle ou en ligne. Bonjour, donc Emmanuel Mercier, responsable RSE d'AGIPI, l'association d'assurés. Donc moi j'ai deux questions dont les réponses ne sont pas retenues contre lui par la suite, puisque j'aimerais juste avoir votre avis. Donc la première chose, quand on parle de risque climatique, on a beaucoup parlé évidemment des impacts physiques et matériels. Nous, on conçoit notamment des produits de santé et de prévoyance. Aujourd'hui, est-ce que les scénarios qu'on est capable de modéliser prennent aussi en compte ces sujets, puisque en dehors des lanceurs d'alerte qu'on peut avoir avec des prises de parole récentes, on se dit qu'en 2030, 30% de la population sera allergique, par exemple. Voilà. Est-ce que les données sur la santé, les données médicales, en tout cas, sont prises en compte pour modéliser les impacts humains, santé? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, donc, on a parlé de réconcilier donc, le travail sur le changement climatique et le capital par une donnée agrégée, je cite. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fonds d'investissement à impact qui sont montants, et en même temps on a encore du mal à évaluer le risque à la fois en termes de performance financière et les bénéfices en termes de modélisation des émissions carbone évitées. Est-ce que, voilà, c'est pareil, est-ce qu'il y a des scénarios en cours pour relier les deux, puisque d'un point de vue pratico-pratique aussi, pour financer ces fonds à impact, il faudra que les parents soient convaincus. Sur votre première question, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai été courtier en assurance et sur ces sujets-là notamment. Donc, oui, c'est en grande partie pris en compte et modélisé, sans doute. On revient sur les mêmes questions. Hein. Est-ce qu'on est capable de bien modéliser ça? Est-ce qu'il y a assez de monde qui regarde? Faites confiance aux assureurs pour prendre les buffers suffisants pour faire face à ça, s'ils considèrent que le trend est un peu rapide et qu'ils ne le comprennent pas trop. Hein. Le premier réflexe, c'est d'augmenter les primes. Et le deuxième, c'est de se retirer s'ils se rendent compte que ça ne suffit pas. Mais donc,
il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est certain qu'il y a du monde qui travaille là-dessus et qui le prend en compte. Je ne peux pas vous dire dans quelle proportion, évidemment. Sur la partie fond, moi je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à votre question. Ce que font aujourd'hui certains fonds, dès qu'ils le font historiquement, il y a des fonds qui sont spécialisés sur le rachat de capital réglementaire aux banques. C'est-à-dire qu'ils disent, finalement, ils rachètent leur queue de perte de portefeuille de prêt, et ça va permettre de diminuer le capital réglementaire dont ils ont besoin. Donc ça, ils savent le faire déjà, et c'est des fonds très spécialisés, typiquement c'est les fonds qui font ça. Aujourd'hui, si on arrive à donner la capacité à mieux appréhender le risque climatique, ils sont capables de faire la même chose pour aider les banques à diminuer leurs besoins en capital réglementaire. Donc il y a des métiers aussi qui se créent autour de ça dans les fonds. Maintenant, est-ce qu'il y a des fonds qui se lancent spécialement là-dessus? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre ces risques-là? Je ne sais pas si on est arrivé à ce stade. Je vais évoquer très rapidement peut-être les recherches. Si on regarde au niveau des rapports du GIEC, il y a toute une partie effectivement sur l'évolution et sur tout ce qui est recherche épidémiologique. Donc ça, on a déjà une capacité de vision grâce à ce qui est fourni par l'ensemble de la recherche mondiale. Donc on a quand même quelques éléments à ce niveau-là. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est notamment évolution des vagues de chaleur et l'effet de ces vagues de chaleur sur la capacité de travail et sur la capacité de bien-être des travailleurs. Donc ça existe déjà et ça fait même déjà partie des stress tests climatiques, que ce soit ceux de la BCE ou ceux d'autres banques dans le monde et notamment, je crois que les régions évidemment de l'Asie d'Asie travaille énormément sur le sujet aussi, sur cette capacité de travail. Derrière, sur tout ce qui est fonds impact, on va revenir sur la problématique de la donnée. Qui fournit les données d'impact liées à l'activité de l'entreprise? Alors, il y a des standards de reporting qui existent. Il y a le GRI qui fournit quand même la base de reporting qui sera ensuite utilisée par les FRAG pour construire une grande partie de la CSRD. Donc ça avance. Ensuite, qui va valider ces données, sachant que ce sont des expertises très diverses, parce que évidemment on travaille sur l'ESG. Alors la connaissance de l'utilisation de l'eau, la connaissance de la biodiversité, la connaissance des droits sociaux sont des choses qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'on va demander au commissaire aux comptes juste de valider l'ensemble de ces données? Ça risque d'être un petit peu compliqué. Comment est-ce qu'on va faire par la suite? Bon, ça, maintenant, ça reste à être défini par le régulateur aussi. Il y a une question qui a été posée en ligne, qui résonne avec ce que tu viens de dire. Il n'y a pas que les startups qui travaillent sur la modélisation, puis de la recherche académique est-elle utile aux acteurs économiques? Oui, il l'est beaucoup. Nous, on a plein de chercheurs qui viennent travailler chez nous, et c'est de la recherche, qui partagent leur temps entre de la recherche entre fondamentale et appliquée, et du temps qui passe avec les startups. Donc, je crois assez fort à l'hybridation là-dessus. C'est le meilleur moyen de faire. Et on peut juste tirer un petit coup de chapeau sur le visa, qui s'appelle le visa Macron, c'est comme ça, mais le visa pour les chercheurs étrangers, qui est octroyé de manière très accélérée et qui permet quand même à un certain nombre de chercheurs de venir travailler en France de manière plus simple. Et nous, on en bénéficie grandement. C'est clairement une bonne mesure. Là, c'est un peu français, évidemment, mais c'est une très bonne chose. Donc, réponse, modèle hybride, recherche fondamentale, recherche appliquée et recherche en entreprise, évidemment, ça se conjugue assez bien. Je vais juste acquiescer. Bon, donc oui, de toute façon, comme vous l'avez compris, il y a plein de possibilités, mais toutes les possibilités, toutes les modélisations qui existent aujourd'hui, en premier lieu, souvent, elles viennent de la recherche académique. C'est eux qui vont publier des papiers, qui vont expliquer des méthodologies, des modèles, et après, déjà, entre eux, ils vont pouvoir étudier les différents modèles et un peu définir quelles sont les best practices. Et comme on n'a pas de cadre complètement réglementaire, à partir de là, on va essayer de voir quels sont les meilleurs modèles, étudier cette recherche académique et créer quelque chose. Et les banques se basent là-dessus. C'est la première validation, c'est d'avoir la validation de la recherche académique. Si on développe un modèle qui ressemble beaucoup à ce qui peut être fait par des universités reconnues ou même par des chercheurs de banque centrale,
on s'approche quand même, on a déjà un premier niveau de validation qui est atteint. Il y a même d'ailleurs des collaborations très concrètes entre les universités et les entreprises. Moi, je vais prendre l'exemple de ce que je connais bien avec Grégoire Badonnier, c'est une grande banque française, la plus grande banque française qui finance des chaires de stress test climatique à l'école polytechnique avec lesquelles on a fait la modélisation de la climatique. Donc il y a des passerelles maintenant qui se mettent en place directement entre les universités et les entreprises pour faire avancer la recherche en la matière. Et pour finir, on va dire qu'on a quand même la chance en France d'avoir une qualité de la recherche académique qui est absolument extraordinaire. Je ne parlerai même pas, je pense, de l'INRAE. On peut citer évidemment, on a quand même deux labos, 2 centres de recherche en France qui participent activement aux travaux de modélisation climatique du GIEC, que ce soit les labos de recherche de Météo France ou l'Institut Pierre-Simon Laplace. On a cette chance-là et cette proximité avec ces chercheurs qui sont aussi très, très accessibles. C'est-à-dire que les échanges se font très, très bien. Donc, il faut en profiter et il ne faut pas hésiter non plus à profiter des différents dispositifs qui sont le financement des thèses aussi, effectivement, le financement des chaires. Donc ça ce sont des choses totalement accessibles qui nécessitent un petit peu de temps. Quand je dis le financement d'une thèse, on est sur minimum 3 ans. Mais en tout cas, ce sont des choses en plus qui permettent pour les entreprises d'obtenir des crédits d'impôt. Voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc il faut vraiment en profiter et développer ça au maximum. Juste un exemple, parce que vu le lieu où on est, dans les premières années d'ATK, les travaux de recherche sur lesquels on s'est basé sont issus d'équipes qui passent dans le couloir juste derrière la salle pour ceux qui sont en physique. Ce sont les équipes de la chaire économie du climat, avec lesquelles on a fait des travaux de modélisation sur les liens entre fertilisation et résilience aux aléas climatiques, et qui ont été parmi les travaux mobilisés pour la création de nos modèles. Donc c'est un exemple de partenariat public-privé, de recherche fondamentale qui finissent concrètement aujourd'hui dans les cours de ferme de l'école française avec les produits que propose ATK. Bonjour monsieur, merci. Donc, je suis Nicolas Rossignol, je suis actuaire, donc assez sensible à les problématiques de risque et chef revenu officer pour Scalmix. J'ai 2 petites questions. Une première, c'est peut-être plus pour Antoine concernant la notion de risque. La question que je me pose, c'est, et que vous n'avez pas évoqué, c'est y a-t-il un sujet aujourd'hui sur la qualification d'un risque, tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, qui soit déqualifié de la notion de risque et plutôt qualifié comme une certitude et donc non assurable? Est-ce que, je pense à on a entendu des choses aux États-Unis sur les assurances sur les habitations principales, les compagnies d'assurance doivent être assurées dans certaines zones, etc., qui pose un vrai problème finalement parce que les personnes elles font face à les assurés font face à des dépenses, à des destructions, et finalement il n'y a plus de notion d'assurance qui leur sont offertes. Est-ce que ça c'est un sujet aujourd'hui pour l'agriculture notamment ou tout autre domaine? Et la deuxième question, c'est qu'on a parlé de data énormément et je suis très sensible à ça, mais on n'a pas parler finalement de technologie, parce que la quantité de données qui est accessible aujourd'hui à tous les acteurs, que ce soit les managers, les banques ou des sociétés qui vont raffiner ces données, etc., est telle que finalement les statistiques descriptives ou les modèles mathématiques tels qu'on les a connus aujourd'hui, qu'on les a utilisés aujourd'hui, deviennent obsolètes quelque part avec la quantité de données ou l'hétérogénéité de la structure des données auxquelles on fait face, etc. Alors, j'appelle ça technologie, des nouvelles technologies pour exploiter toutes ces données-là. C'est peut-être pas le mot, vous avez peut-être évoqué ça comme un niveau de mathématiques, mais j'entends par là, par exemple, l'intelligence artificielle ou voilà, des méthodes qui sont assez récentes qui permettent d'adresser ces sujets. Alors, je réponds à la première partie de la question, je pense que c'est le soin à lui de répondre à la deuxième partie. Alors oui, clairement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui sur le risque climatique en agriculture, c'est plus cette année, est-ce qu'on va avoir un problème, c'est cette année, quel va être le problème et où va être le problème.
Donc on réfléchit autrement, on ne réfléchit pas, ok, on va avoir 5 années tranquilles et une année de sinistre, on a des sinistres tous les ans. Tous les ans, ATK, pendant l'agglomération active en 2018, tous les ans, j'ai des grosses vagues de sinistres à gérer. Mais parfois c'est la sécheresse, parfois c'est l'excès d'eau, géographiquement ça peut différer. Donc on réfléchit la compensation de nos risques, plus les risques entre eux, et donc diversifier les risques qu'on couvre auprès d'une même population d'entreprises agricoles. Donc les diversifier, ça veut dire traiter plus d'acteurs de la filière, ça veut dire traiter plus d'acteurs tout court, ça veut dire élargir le nombre de garanties, le nombre de risques qu'on couvre chez eux pour générer de la compensation de notre risque autrement que entre les bonnes et les mauvaises années. Il n'y a plus de bonnes années, il n'y a que des mauvaises années, donc il faut trouver un autre moyen de compenser. Il y a un autre moyen de compenser aussi qui est une montée en échelle géographique. Donc d'aller chercher des hectares à assurer au Brésil, en Europe de l'Est, pour dire que voilà, aujourd'hui, un événement de sécheresse, je parlais de risque indépendant ou de risque systémique, aujourd'hui un événement de sécheresse français est un risque systémique. Là, si on prend pas la récolte 2023, mais la récolte 2022, toute la France a été touchée par un épisode de sécheresse. Donc là, le sujet, il est aussi de monter en échelle, ce qui est quand même un sujet quand on parle d'assurance, parce qu'on est sur c'est comme en finance, on est sur des permis d'opérer qui sont quand même très nationaux ou sur par européen, mais voilà, si on veut aller en Europe de l'Est ou au Brésil, ça pose quand même des questions un peu lourdes, j'ai trop parlé, j'ai eu des micros. Donc voilà, donc là, tout ça veut dire que le paradigme a changé, c'est toutes les années sont de nouvelles années, donc il faut trouver d'autres moyens de diversifier notre risque, d'autres moyens de compenser notre risque. Et pour la partie tech, je vais compléter juste ta réponse. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est l'intervention du public dans cette sphère-là. Quand ça devient systémique, on a aussi le rôle de l'État quand il en a les moyens et qui se fait sentir, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Donc, retrait des assureurs en Californie face aux feux de forêt, on ne peut plus assurer son usine, ses habitations, ses vignobles, c'est extrêmement compliqué. Il y a un truc en Californie qui s'appelle le Fair Plan, qui a été créé par l'État californien, qui, comme vous le savez, doit être plus riche que la France, donc qui a les moyens de le faire, pour assurer jusqu'à 3 millions les propriétés privées, 20 millions l'immobilier commercial contre les feux. Et pendant ce temps-là, ça donne le temps au privé de s'organiser, d'essayer de remodéliser ça, de repricer le risque et d'aller chercher du capital face à ça. En France, sur l'agriculture, il y a un modèle beaucoup plus incitatif qui a été mis en place, qui je pense est plus intelligent et qui, à mon avis, est un schéma d'avenir à peu près partout, où l'État est plus généreux avec les entreprises ou les particuliers qui font l'effort d'aller chercher une solution privée, même imparfaite, pour assurer les risques climatiques, et ils viennent compléter, subventionner une partie de la prime, subventionner une partie des indemnités qui seraient versées. Donc là encore, si je prends un peu de hauteur, on voit que c'est public, privé, recherche publique, recherche privée, etc., qu'il y a besoin de l'ensemble des acteurs dans la chaîne pour faire face. J'ai tellement préparé cette réponse que j'ai oublié la deuxième question. Alors, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un sujet, au contraire. Plus il y a de données, plus il y a de volume, plus la modélisation pourra se faire. Les actuaires, vous savez quelque chose, ils ne sont pas du tout effrayés. Nos jeunes scientifiques en raffolent, en demandent plus qu'il n'en existe quasiment pour pouvoir modéliser ça et faire tourner ensuite des modèles stochastiques de projection par rapport à une modélisation du risque existant. Donc je pense que c'est pas tellement un sujet. Je dis ça parce qu'on a levé pas mal d'argent chez Descartes et donc on a les moyens de payer des heures de calculateur. La petite nuance, c'est peut-être l'accès à ces supercalculateurs qui a un certain coût, qui mobilise de la ressource et qui n'est pas simple. Les premières cotations pour de l'assurance de feux de forêt qu'on a faites prenaient un week-end entier de mobilisation de toutes les ressources IT de la boîte. Donc un week-end pour faire une cotation pour assurer 1000 hectares de forêt en Amérique du Sud. Tellement il y a de data, tellement il y a de complexité pour faire ça. Donc, sans doute une petite nuance, mais quand je dis ça, je dis absolument tout ce que je savais de l'IT de la boîte. Si je me permets de compléter un petit peu avec les autres acteurs, que ce soit banque ou asset manager, on est quand même sur des acteurs qui traitent des millions de données financières depuis des années et qui ont l'habitude de traiter ces données financières, de les utiliser, de les transformer, de faire des modèles dessus. Les données ESG en général, c'est quelques données en plus, ça va être beaucoup de données en plus, mais c'est pas un énorme problème qui ne serait pas traité. Peut-être que pour certains acteurs, ça demande de s'outiller un peu plus, de faire un peu d'investissement. Mais on va dire que si on met un peu le prix, ce n'est pas le problème bloquant aujourd'hui. C'est plutôt justement d'avoir ces données, comme on l'a dit depuis le début maintes fois, c'est d'avoir ces données et qu'elles soient fiables et qu'on puisse les utiliser correctement.
Oui, non, juste pour finir sur ce sujet, parce que vous êtes métier à ma place sur la technologie. Enfin, moi j'étais, je revenais parce que j'étais l'ANSA il y a un certain nombre d'années. Et à l'époque, quand on voulait faire un calcul, une analyse statistique, il fallait réserver sur les ordinateurs centraux 2 jours avant pour avoir la sortie de demi-heure. Donc, là-dessus, et moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on est capable de traiter des très gros volumes de données avec des accès sur des clouds AWS instantanés, qu'on peut scaler très vite. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment plein de sujets. Hein, et nous, on est capable de gérer sur le des portefeuilles d'entreprises, des portefeuilles bancaires très larges et de faire des analyses complètes sur ce sujet. Avec des jolies questions de souveraineté à la clé. Hein. Si 80% de votre levée de fonds, je pars chez AWS et en Google AdWords, effectivement, c'est un vrai sujet sur l'orientation. Voilà. Et puis ce qu'on peut ajouter aussi sur le traitement des données massives, c'est vrai qu'on a tous en tête l'utilisation de modèles de machine learning qui ont besoin d'énormément de données, mais il y a tout un pan de la recherche sur le machine learning ou l'intelligence artificielle, comme vous voulez, je vais faire le terme de machine learning, qui est de faire de l'IA frugale, c'est-à-dire c'est développer des modèles de machine learning qui sont beaucoup moins consommateurs en données et en puissance de calcul. Donc c'est vraiment tout un nouveau pan de recherche. Il y a plusieurs startups en France qui sont en train de se développer sur ce sujet. Donc bon, on n'a pas de recul encore pour voir l'efficacité réelle, mais voilà, on arrivera peut-être aussi à trouver des modèles qui n'ont pas besoin de mouliner tout Internet pour sortir une réponse. Donc, je suis Nathan Darras, je suis doctorant en socio-économie au CNRS, et vous avez parlé un peu du rôle du pouvoir public, justement, dans les cas extrêmes, et ça rejoint ma question qui est, selon vous, quel est le rôle que doit avoir justement le régulateur, les réassureurs publics comme la CCR dans l'accompagnement, en fait, à l'avenir face au risque climatique. Grand sujet, la BPI, pas loin d'ici, a un rôle absolument indispensable aujourd'hui dans le financement de toutes ces startups, et bien, je pense, au mieux de ce qu'ils peuvent le jouer. Nous, on a effectivement ces partenariats avec le CNRS, avec les instituts de recherche publique, et c'est formidable. Et on revient sur ces sujets de capital, c'est-à-dire que le pansement final, à la fin, idéalement c'est proactif, mais ça peut être en mode réactif, c'est l'État, c'est la Banque mondiale dans un autre registre, qui viennent aider considérablement quand il y a des sujets qui dépassent les capacités de financement du privé. Et le systémique, c'est ça, on l'a vu pendant le Covid. On va le revoir sur des cyberattaques gigantesques qui sont aujourd'hui exclues des contrats d'assurance cyber, parce que si c'est Microsoft ou Salesforce qui se fait attaquer, globalement, vous avez 80% des boîtes mondiales qui vont être touchées. Donc c'est le sujet du systémique. On revient sur est-ce qu'on peut assurer ces risques qui deviennent par essence massifs, systémiques, inassurables. Et donc, comment est-ce que le public va gérer ça? Et plus près de nous, en France, je ne sais pas, les problématiques de retrait gonflement des argiles, on sait qu'au sud de la Loire, ce n'est pas une question, ça va se produire. On sait à peu près le quantifier. Il n'y a pas un assureur, il n'y a pas de modèle économique. Enfin, vous avez envie de payer le coût de votre risque en prime plus 30% de chargement de l'assureur. Libre à vous, mais il n'y a pas de modèle économique pour ça, à part l'État ou à part la gestion en bon père de famille. Donc, je reviens, désolé, sur quelque chose d'hyper simple, qui est qu'on aura besoin d'absolument tout le monde. C'est un peu prophétique, quoi, mais c'est réellement comme ça. Et il faut que tous ces gens se parlent, apprennent à se parler, se vulgarisent chacun pour essayer d'être compris par l'autre. Ça fait partie des choses. Hein. On voit bien que très vite on jargonne, et pour essayer de faire bosser ensemble tous les acteurs de la chaîne. Et avec un peu moins de frottement, le moins de frottement possible au milieu, parce qu'il y a des chaînes de valeur qui sont sordides. Regardez la chaîne de valeur des crédits carbone. Ce truc dont on parle de positif à propos des crédits carbone, c'est les fraudes massives qu'il y a eu sur les agents certificateurs et les chefs de projet. Quel enfer, quelle tristesse. Donc, il y a du chemin. Je me permets une dernière question. Par rapport au rôle de l'État et au rôle de la donnée, est-ce que les données géospatiales vont-elles être gratuites à un moment, et c'est le rôle de l'État de les mettre à disposition? Alors, si je parle de l'agriculture, c'est déjà largement le cas. Il y a énormément de données publiques, donc soit de la donnée tech avec
les satellites type Sentinelle qui sont extrêmement utilisés dans tous les développements assurantiels paramétriques dont parlait Louis, à échelle beaucoup plus artisanale, au sens traditionnelle. Il y a énormément de données comptables sur les exploitations agricoles, de données de rendement qui sont mises à disposition par l'État à échelle très fine. Alors, notre bonheur et notre malheur, c'est que l'agriculture est extrêmement réglementée et une des conséquences est que énormément de données remontent à l'État qui, depuis longtemps, les met en accès libre, des données de rendement, des données de surface, des données de culture, des données comptables. Donc, on n'est pas à plaindre de ce point de vue-là. Sur les données physiques, risques physiques de façon générale, il y a énormément aussi de données publiques. D'ailleurs, les entreprises privées utilisent ces données publiques et leur enjeu, c'est de trouver le modèle de transformation de la donnée, enfin, c'est l'impact du risque géolocalisé, que ce soit un risque d'inondation ou un risque de feu, en impact financier sur l'entreprise. C'est là qu'il y a une complexité, c'est là où les entreprises privées apportent de la valeur ajoutée. Mais effectivement, je donne un exemple pour les données climatiques. On a le site du programme Copernicus qui donne accès à des milliers de bases de données climatiques retraitées à différents niveaux d'échelle sur différents horizons de temps. Donc, on a déjà accès à toutes ces données. Ensuite, ce qui peut faire un petit peu peur à certains acteurs, c'est sur l'industrialisation de la donnée et sur la disponibilité de la donnée sur le long terme. Parce qu'effectivement, quand on va utiliser une donnée qui est retraitée d'un satellite en particulier, qu'est-ce qui se passe quand le satellite est décommissionné? Qu'est-ce qui se passe quand on va changer de système? Il y aura tout à retraiter et on n'aura pas forcément le même type de données, la même résolution, les mêmes endroits, les mêmes fréquences. Et donc, on a des difficultés qui sont quand même un peu plus fortes qu'avec les fournisseurs de données financières traditionnelles. Ouais, pour s'engager, il faut une forme de permanence des méthodes, et on a bien vu en gros, rien n'est constant sauf le changement. Je disais ça, mais c'est à peu près ça. Donc, il y a un petit hiatus dans la chaîne qu'on essaie de régler, mais c'est effectivement complexe. On va changer de modélisation, on va changer de fournisseur, on va changer de manière de voir les choses, on va changer de remodeling, parce que les données sont toujours retraitées d'une manière ou d'une autre, elles ne sont pas pures, et mettre d'accord les gens là-dessus, c'est quelque chose de complexe. Voilà, c'est complexe, hein, je pense que vous avez bien compris. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé, visionné cette table ronde. Et merci à tous nos participants et à très bientôt.